Il y avait deux formats sur lesquels on débattait un peu depuis le début de l'organisation. C'était table ronde ou débat. En fait, on aura un peu les deux formats. On va commencer par poser le débat, un peu le thème de la soirée, un peu tous les cinq, si vous le voulez bien. Et puis il y aura un micro sans fil qui pourra circuler autour du public. Je vais y arriver. Et vous pourrez poser des questions ou lancer des précisions par rapport au débat. J'en profite juste pour me présenter. Après, vous allez vous présenter les uns après les autres. Donc moi, je suis Arnaud Bonpublic. Je suis animateur sur une web radio qui s'appelle Les Enfants du Rhône. Pourquoi je vous dis ça? C'est simplement parce que nous allons enregistrer toutes ces soirées et on se montrera ça sous forme d'émission. Donc en tapant sur les réseaux sociaux Les Enfants du Rhône, vous pourrez être informé sur la date de diffusion des émissions qui auront été faites avec cette intervention, ces interventions. Je vais vous demander de vous présenter l'un après l'autre, tous les quatre. On va commencer dans l'ordre, puisque moi j'ai commencé. Allons-y. Bonjour, donc moi c'est Olivier Berlion, et donc je suis auteur de bande dessinée et j'ai réalisé il y a 7 ans maintenant une trilogie qui s'appelait Le Juge, la République assassinée, qui raconte l'histoire du juge Renaud à Lyon pendant les 6 années qui ont précédé sa mort. Ok. Voilà. Bonsoir, donc je suis Aymeric Molin, je suis avocat au barreau de Lyon, spécialisé en droit pénal, et je m'intéresse depuis longtemps à l'affaire du juge Renaud. Il se trouve que dans ma carrière professionnelle, il m'est arrivé de croiser, j'allais presque dire des deux côtés, des protagonistes de cette affaire, du côté de la police et puis de l'autre côté aussi. C'est une affaire qui m'a marqué. Je suis né à Lyon et j'avais 6 ans quand le juge Renaud s'est fait abattre. Mais j'en ai encore le souvenir d'un événement. J'étais petit garçon, mais enfin, j'avais compris que c'était un événement considérable. Et puis, quand j'ai grandi, je n'ai jamais quitté cette affaire de vue. Voilà. Et puis, en tant qu'avocat, alors évidemment, la personnalité du juge Renaud quand j'en parle à mes confrères, ils me disent c'était quand même quelqu'un de particulier hein, dans ses fonctions, mais voilà, j'ai toujours trouvé très injuste finalement que ce crime, cet assassinat en pleine rue d'un magistrat, soit demeuré et restera à jamais d'ailleurs impuni. Voilà. Alors on y reviendra. Ouais, il y a plein de choses que vous avez posées, plein de jalons. On va continuer la présentation des uns et des autres. Alors bonsoir tout le monde. Je m'appelle Dragiša Rakic. C'est un prénom un peu original, mais c'est le mien. Je suis juge d'instruction et plus généralement magistrat depuis 35 ans. Je suis rentré dans la magistrature, je vais le dire, à cause de ce film. J'avais à l'époque un peu plus d'une dizaine d'années. Je suis un peu plus vieux qu'Aymeric Molin. Et c'est ce qui m'a guidé ensuite, aussi bien dans mes études qu'ensuite pour choisir ce métier que j'ai exercé et que j'exerce toujours. Le film est extrêmement fidèle à une certaine réalité. Et pour ne pas défrayer le sujet, mais je vais le dire en préambule, absolument rien n'a changé depuis cette époque, si ce n'est la sophistication des méthodes et des uns et des autres, qu'ils soient du côté des gentils ou du côté des méchants. Voilà, donc ça laissera un peu de place à un certain nombre de questions. Alors il nous reste un intervenant. Après, ça va être difficile. Bon, mon nom est Richard Chitli, et je suis journaliste. Et j'ai été pendant près de 25 ans à la chronique judiciaire du Progrès de Lyon. Et c'est à travers cette fonction-là, donc je suis toujours journaliste, mais je fais un peu plus que le judiciaire aujourd'hui. Je suis correspondant du journal Le Monde. Et pendant 25 ans, j'ai entendu parler de l'affaire du juge Renaud, étant en poste à Lyon depuis 2000. Et donc c'est une affaire dont on m'a beaucoup parlé. Et à un moment donné de ma carrière, je me suis intéressé à l'histoire du gang des Lyonnais, qui se situe bien sûr à l'époque du juge Renaud, et tout le contexte qu'on voit dans le film est tout à fait de l'époque de ce gang du Lyonnais.
Et l'histoire du gang de Lyonnais est celle de ce contexte du SAC et de ce mélange entre le banditisme et le monde politique. Voilà. Et donc je me suis intéressé à cette affaire-là. J'en ai fait un livre parce que j'avais trouvé qu'on n'avait jamais raconté l'histoire du gang de Lyonnais du début à la fin. Et évidemment, en m'intéressant à ce groupe criminel très spécifique à Lyon, je me suis intéressé et donc il y a un chapitre dans le livre qui est consacré à l'histoire du juge Renaud, aux circonstances de son assassinat tout près d'ici. On est dans l'arrondissement où il a habité, où il a été assassiné. Et voilà mon apport et mon point de vue dans cette... Alors justement, pour rebondir un peu là-dessus, quel a été le premier... est-ce que vous avez un premier souvenir de du juge Renaud, en fait, la première fois où vous avez entendu prononcer ce nom? Non, je n'aurais pas ça en stock. En revanche, je peux vous dire que la première fois où j'ai abordé le sujet avec les gangsters du gang des Lyonnais, j'ai vraiment le souvenir de leur réaction. Et j'avais l'impression de toucher un point ultra sensible de leur histoire, puisque bien, pour vous la faire courte, il y aura peut-être des questions après, le gang des Lyonnais a été soupçonné d'être à l'origine de son assassinat à un moment donné. Et donc, quand j'ai dit juge Renaud avec eux, quand j'ai parlé d'eux, ça faisait partie de leur histoire. J'ai tout de suite une réaction très, très anxieuse pour savoir qu'est-ce que j'allais dire, qu'est-ce que j'allais raconter, est-ce que j'allais à nouveau les accuser de ça. C'était vraiment... Donc, voilà, j'ai touché un point très sensible et je rejoins un peu Aymeric Molin. En plus, un point qui, dans l'histoire judiciaire lyonnaise, le juge Renaud, c'est un des 2 magistrats français assassinés dans l'exercice de ses fonctions, dans l'histoire française quand même. Donc c'est quand même pas rien ce qui s'est passé ici. Et donc c'était un sujet très très sensible et non élucidé à l'heure où on parle, et non élucidé parce que beaucoup d'obstacles et parce que beaucoup d'un contexte politique de l'époque qui était quand même compliqué. Donc voilà un petit peu pour répondre à votre question. Ok. Et j'ai envie de revenir un peu en arrière, de refaire le sens inverse et de poser un peu la même question à tout le monde. Alors en ce qui me concerne, comme je le disais, c'est ce film-là qui a motivé, alors avec d'autres efforts évidemment à côté, mais qui a motivé ce choix de la magistrature et en particulier du rôle de juge d'instruction, de poste de juge d'instruction. Je vais dire ensuite que bien après, lorsque je suis revenu à Lyon, puisque j'ai passé quelques années en dehors de Lyon, puis à Lyon, quand je suis revenu la même année, j'ai été contacté par l'un de mes collègues qui organisait les événements un peu hors tribunal. Et c'est là que j'ai fait la connaissance non seulement d'Olivier Berlion, mais de voisins, je les connaissais déjà pour plein de raisons. Et surtout, j'ai eu la chance de faire la connaissance de Francis Renaud, avec qui j'ai noué des liens particuliers, puisque j'ai notamment témoigné dans le fameux procès en diffamation dont il a parlé. Par ailleurs, je connaissais très bien sa greffière, avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui existe, qui est à la retraite maintenant, mais qui est la jeune femme qui se tord la cheville au début du film, et qui est une greffière passionnée qui en a fait le centre de son existence. Et j'ai fait la connaissance également du commissaire Richard. Le commissaire Richard, c'est celui qui a à la fois enquêté sur le gang des Lyonnais, c'était le numéro 2 de la police judiciaire lyonnaise, et qui a ensuite enquêté sur l'assassinat du juge Renaud. Voilà, donc je me suis retrouvé, non pas malgré moi, parce que ça fait partie aussi de mon histoire, au centre de tous ces personnages dont certains sont historiques et d'autres le deviendront peut-être un jour. Olivier, si discret. Eh ben, on va continuer dans le même sens. Non, moi je l'ai dit, c'est une connaissance de petit enfant, de petit garçon, mais ce que je retiens du juge Renaud, c'est sa crinière, sa moustache, sa classe. Je trouve que ce type, d'abord, il avait une gueule absolument extraordinaire, d'acteur américain. Enfin, si vous avez l'occasion de voir son portrait, c'est vraiment sa crinière, etc. C'était vraiment une gueule, un style très atypique. Et les premières images que j'ai de lui, mais c'était enfant, c'était je crois dans Le Progrès quand j'étais tout petit,
c'était, je pense, lors d'une reconstitution. On le voyait avec des lunettes noires, une veste, une cravate, comme ça. Voilà, c'est cette image-là que je garde, voilà, d'une sorte de... de personnage, vraiment. Olivier Berlion, justement, est-ce que c'est cette gueule qui vous a amené à lancer le projet d'une bande dessinée autour de cette histoire? Enfin, pas que, mais... Non. Enfin, oui et non. En fait, c'est plutôt oui le personnage. Donc moi, je suis lyonnais aussi. Quand je découvre cette histoire, surtout, non, moi, ce qui me pousse, c'est justement, c'est ce film. C'est-à-dire que le film est tellement loin de la personnalité. Je parle pas du contexte. C'est ça, ouais. La personnalité du juge Renaud n'est pas celle de Patrick Devers. D'abord, c'était un immense magistrat. Il était premier juge d'instruction à Lyon. Il avait 1500 affaires. C'était pas un jeune débutant qui essayait de... Et c'était un ancien résistant. C'était pas un gars en culotte courte, comme le gars lui dit dans le film. Et il n'avait pas ce caractère. Il était beaucoup plus... Alors, c'est vrai qu'il était dur, très très dur, mais il gardait beaucoup plus ses nerfs. Il allait effectivement brancher les gens dans les bistrots, mais pas en cassant des chaises. Bref. Et là, je me suis dit, en lisant et en voyant tout ça, je me suis dit, mais on n'a jamais fait le vrai portrait du juge Renaud. Et c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans. Ok. Et quel est alors, on a parlé effectivement de trait de son caractère, mais quel est une étape, un moment dans la carrière du juge Renaud sur lequel vous aimeriez revenir, qui l'identifie en dehors de son assassinat, parce qu'effectivement c'est le point commun, puis on va en débattre, mais sur sa carrière. Non, moi c'est vraiment ça. Enfin, sa carrière, elle était à peu près exemplaire. On lui confiait tout. Si vous avez parlé de la résistance, oui, c'est une étape importante. Alors ça, oui, quand j'apprends qu'il chargeait les Allemands avec une mitrailleuse dans un sidecar pour délivrer ses copains. Enfin, et alors en plus, ce qui est fou, c'est que à Lyon, il y avait aussi des résistants, mais qui étaient au sac, et ils s'étaient connus dans les maquis. Il y en avait un notamment. Et donc tout ce petit monde se retrouvait, sauf que lui ne comprenait pas comment des gars avec qui il avait combattu se retrouvaient dans des zones un petit peu grises, etc. etc. Donc ça, oui, c'était passionnant. Et moi, c'est sa mort en chevalier qui m'a... Parce qu'on ne le voit pas dans le film, mais il aurait pu s'échapper. Et il a protégé sa compagne qui s'est tordue la cheville. Il s'est littéralement couché sur elle pour la protéger, puis voilà. Mais apparemment, il y avait un muret, et en plus, c'était un grand sportif, il pouvait s'en sortir. Donc, il y avait tout ça. Et il avait surtout dit à son fils, il est possible que je me fasse flinguer 2 jours avant sa mort, 3, je ne sais plus. Mais si c'est le cas, tu verras, un jour, mon nom rentrera dans l'histoire. Et comme il n'est jamais rentré dans l'histoire, et qu'on lui a jamais rendu un hommage officiel, que la justice, enfin même que l'État ne lui a même jamais donné une médaille pour mort dans l'exercice de ses fonctions, voilà, tout ça, moi, m'a poussé à essayer d'en reparler, quoi. Ok, d'accord. Oui, parce que je rejoins ce que dit Olivier Berlion, c'est-à-dire que la dernière scène du film, moi, je me suis tellement intéressé à cette affaire que je suis allé consulter le dossier et je me suis procuré le dossier d'instruction de l'assassinat du juge Renaud. Parce qu'en tant qu'avocat, je voulais comprendre comment cette affaire dont j'avais tout lu, on me disait que la police avait identifié les coupables, mais que la justice ne parvenait pas. Je sais pas comment c'était possible. Bon. Alors, pour servir sa thèse, Yves Boisset, par exemple, il fait porter à Patrick Devers pendant tout le film un cartable. Moi, j'ai vu plein de photos du juge Renaud, je ne l'ai jamais vu avec un cartable. Et ce n'était pas le genre d'homme à sortir le 2 juillet, l'été s'approchant, avec, comme il dit, sa serviette dans le film. Ça m'a rappelé les termes de mon père, la serviette. Oui, Francis m'a même dit que jamais il ne sortait il y a un pas de dossier cartable. de chez lui. Déjà, il n'y a pas de cartable. Premièrement. Deuxièmement, il n'est pas tué d'une balle, comme on le voit dans le film. On va retrouver dans son corps 3 balles. 2 balles dans la tête, 1 balle dans le cou et 1 éclat dans la clavicule. C'est-à-dire que c'est un véritable acharnement. Voilà. C'est un crime qui est commis dans des circonstances tout à fait étranges. Quand vous voulez tuer quelqu'un, normalement, j'ai jamais tué personne, hein, mais quand vous voulez tuer quelqu'un, il vaut mieux qu'il soit seul. Le juge Michel, sur sa moto, il était seul.
Le préfet Erignac, dans la rue, qui allait au théâtre dans la rue, il était seul. Or, ce soir-là, le juge Renaud était avec sa compagne. Et pourtant, les assassins sont allés jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une volonté, en dépit des risques, parce qu'une tierce personne, ça fait un témoin, ça peut gêner. Non, malgré ça, ils sont allés jusqu'au bout. Alors, ils ont essayé de le tuer d'abord sans sortir de leur voiture. Et ça, je pense que c'est pour une raison simple. C'est qu'on disait que le shérif était armé. Il l'avait été un temps. Là, il y aurait à dire sur les juges d'instruction qui ont des armes. Ça se pratique maintenant toujours dans l'antiterrorisme, je crois. Dans l'antiterrorisme, le juge Bruguière se vantait d'avoir toujours un Colt, le juge Thiel, etc. Bon, les juges d'instruction à Lyon, vous n'aviez pas d'armes, monsieur Akik. Bon. Mais donc ils ont essayé, ils ont essayé de le tuer d'abord sans sortir de leur voiture. Ils l'ont raté. Ce qui pour des professionnels, ils l'ont raté, ils étaient à 1 mètre. Puisque le véhicule s'approche, les vitres se baissent et des calibres apparaissent. Bon, ils le ratent. Ensuite, ils reculent la voiture et quelqu'un va faire le tour de la coccinelle derrière laquelle s'est réfugié François Renaud et sa compagne. Et je rejoins ce qu'a dit Olivier Berlion. C'est une mort effectivement de chevalier. C'était un homme dont on dit, quand on lit les livres qui lui sont consacrés, qu'il avait un rapport avec les femmes qui aujourd'hui le ferait exécuter sur la place publique. C'était un séducteur, c'était un homme qui aimait les femmes, les belles femmes, quand on lit les ouvrages qui lui sont consacrés. Bon. Mais il a voulu protéger cette femme. Il y avait un petit muret, il a qu'à le sauter et puis il sauvait sa vie. Et ça, quelqu'un qui, dans ces circonstances, reste aux côtés de sa femme, ne saute pas le muret, pour moi, ça signe un homme. Et c'est effectivement une mort chevaleresque, ça a été dit par un de ses collègues juste le lendemain de son assassinat, et c'est vrai. Alors, il y a 2 choses qui sont extrêmement importantes. La première, c'est que vous vivez très probablement un épisode historique. Il faut savoir que l'assassinat, la mort du juge Renaud n'a jamais fait l'objet de poursuites pénales, contrairement aux 4 autres assassinats de serviteurs de l'État depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On a cité le préfet Erignac, il y a un autre collègue dont j'ai tout de suite perdu le nom, il y a évidemment le juge Michel, il y a le ministre Boulin. Pour les 4 autres, les affaires judiciaires sont toujours en cours ou ont déjà été jugées. Les assassins de Michel ont été jugés et condamnés, ont même purgé leur peine. Pour le juge Renaud, en 1992, l'un de ses successeurs a signé un non-lieu. Ce non-lieu est aujourd'hui définitif, c'est-à-dire que, sauf nouvelle loi extraordinaire, il n'est plus possible de revenir en arrière parce que plus de 10 ans se sont écoulés depuis 1992 sans qu'il y ait eu aucun acte d'enquête. Donc, fin de l'histoire, ce qui veut dire que personne, ni personnage politique, ni collègue magistrat, n'a souhaité que cette affaire soit élucidée. Première chose. Deuxièmement, il y a eu tout au long et après son assassinat toute une série de tentatives ou de dégradations de son image personnelle. Il faut savoir qu'à l'époque, en 1975, la société n'était pas aussi cloisonnée qu'elle l'est entre les journalistes, les avocats, les magistrats, les voyous, les policiers, les gendarmes. Tout le monde se retrouvait le soir après le boulot, comme on dit, dans des établissements, dans des soirées, etc. Aujourd'hui, si vous trouvez, à part moi, à une époque, si vous trouvez un magistrat qui participe à une festivité quelconque, vous m'appelez parce que ça m'intéresserait de le connaître. Mais voilà, ce n'était pas cloisonné à l'époque. Alors, ça peut se critiquer, mais ça l'est beaucoup plus aujourd'hui. Et donc, je finis sur la dégradation de l'image. Après son assassinat, beaucoup de gens ont essayé de dire que c'était un homme à femme, un homme volage, quelqu'un qui fréquentait les prostituées, qui buvait, qui se faisait sauter ses procès-verbaux, ce qui était à l'époque extrêmement courant, soit dit en passant. Voilà, donc on a essayé de dégrader son image. Alors qu'en fait, le juge Renaud, c'est quelqu'un qui sort de l'ordinaire, simplement qui n'est pas comme ses autres collègues. Et c'est ça la différence.
Oui, complétez, pas de problème. Je peux rebondir parce que ce qu'on vient de décrire là, c'est un peu toute l'ambivalence de l'affaire Renault. En fait, les deux facettes du personnage sont vraies. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'atypique, c'est un homme à femme, c'est quelqu'un qui va faire la fête, qui va boire, qui va avoir des comportements que ses collègues qui sont issus de la grande bourgeoisie, parce que la magistrature à l'époque, c'est une magistrature un peu de classe. Et ce personnage dans ce monde-là, il va être vu par ses propres collègues comme quelqu'un qui dérange. Donc ce qu'on voit dans le film, c'est assez juste. Et donc il y a une ambivalence tout au long de sa carrière qu'on va retrouver dans l'instruction de son assassinat, où effectivement l'institution judiciaire n'a jamais voulu vraiment s'occuper de lui en réalité. Et deuxième facette du personnage, ce côté fêtard, etc. C'est vrai. Pourquoi ? Parce que ça s'explique dans son histoire personnelle, dans son parcours personnel. C'est pas quelqu'un qui est issu de la grande bourgeoisie, qui a fait l'école de la magistrature et qui a eu son premier poste ici à Lyon. C'est quelqu'un qui est issu de la France coloniale. Son père était médecin militaire et donc il a dans son esprit déjà un esprit un peu vagabond, un peu voyageur, un peu atypique, qui évolue dans un monde où l'autorité n'est pas structurée de la même manière, notamment en interrogeant les suspects. Il a exercé dans la justice coloniale en Afrique et il était un juge itinérant de village en village et tout était oral et rien n'était dans la procédure. Et cette pratique-là, on va la retrouver quand il vient premier juge d'instruction à Lyon et il va instruire ses dossiers de cette manière-là, si vous voulez. Et je corrige un petit peu ce que dit l'auteur de la BD. C'est vrai que dans ses méthodes, il avait des méthodes très rudes. Il y a des témoignages d'avocats du barreau qui nous disent qu'il jetait les cendriers sur les prévenus, etc. Oui, enfin, après avoir reçu un coup de poing aussi. Pas que, je pense que pas que, oui, mais ça n'enlève à rien. Personnage controversé. Sur la table, pour le juge colonial, ça aussi, c'est encore des fabrications. Francis, justement, Renault a retrouvé quelqu'un qui le connaissait, qui a écrit un livre là-dessus. Apparemment, il ne donnait pas la justice sur la place publique en distribuant les coups de bâton, etc. Je n'ai pas dit ça. Non, il avait même inventé la démocratie à l'intérieur des villages. Et c'était même les victimes qui fixaient leur peine. Enfin, il faut relativiser parce que c'est pareil. Perfit, en 77, il dit que c'était un juge colonial, un peu hors norme, qui ne respectait pas les règles. Et ça, c'est faux. Il n'a jamais été pris en défaut de pas respecter les règles. C'est pas vrai. Alors après, effectivement, il surprenait un petit peu les gangsters parce qu'apparemment, il leur parlait un petit peu comme leur langage. Alors, juste, il y a un truc que je voudrais me faire expliquer. Moi, je suis pas lyonnais à l'origine, donc effectivement, et je suis. Il y a un truc qui m'a toujours intrigué, c'est sur ce mélange de genres dont on parle, ce mélange au niveau des soirées où les uns et les autres, à la fois les malfrats, les juges, la police, etc., se retrouvaient ou pas. Là, il y a des fois où on le présente comme quelqu'un qui est l'ovni, qui est le seul à avoir ce genre de comportement. Et j'ai entendu, en arrivant à Lyon, et depuis régulièrement, le fait que c'était quand même quelque chose qui était relativement usuel. Et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Moi, j'y étais pas, j'étais trop jeune. Mais c'est vrai que j'ai lu Mérindol, j'ai lu de Rogy, j'ai lu tous ces vieux Lyonnais, Robert Daran. Effectivement, tout le monde se retrouvait, y compris les juges, y compris les chefs d'entreprise, y compris quelques truands apparemment. Tout le monde se croisait, il y avait Cannes, le Belcordière, etc. Il y avait quelques bars où c'est effectivement, le soir, c'était presque la paix des braves, j'en sais rien. Mais tout le monde peut-être aussi allait y chercher les informations. Enfin, c'était, oui, c'est vrai qu'à Lyon, ça... Mais Lyon est toujours un village, comme chacun sait. Exactement. Les autres là-dessus, Aymeric ? Oui. Non, effectivement, il faut faire attention avec ce personnage parce que il était tellement atypique que dès qu'on parle de lui, on exagère. Je vais dire quelque chose à Richard Chitli, à Draghi Sharakik pour me faire comprendre. Quand je lis les ouvrages, Jacques Desrosiers, tous les grands ouvrages sur le juge Renault, je lis qu'il avait une BMW couleur moutarde. On dit moutarde. Or, quand on regarde, qui est visible d'ailleurs sur YouTube, le journal de FR3 régional, le jour de son assassinat, il a garé sa BMW, la BMW, on la voit.
Bon, déjà, on dit que c'est une voiture de sport extraordinaire. Bon, vous regarderez, la plaque d'immatriculation, elle est légèrement de traviole. Et la BMW n'est pas moutarde, elle est crème. Voilà. Donc, avec le juge Renault, ce qui est crème devient moutarde, si vous voulez. Et donc, C'est une question d'éclairage. Non, mais il faut faire attention. De même que ces sorties nocturnes, etc., c'est vrai. Mais il n'y a jamais eu, à ma connaissance, et en tout cas dans le cadre du dossier, jamais aucune trace de la moindre compromission de ce magistrat avec des truands, avec rien. Donc, c'était quelqu'un... Et d'ailleurs, ses amis le disent, il était toujours très circonspect, prudent. Hein, c'était pas le genre de type à dire au Sintra, au bar du Sintra, tiens, je vais faire ci. C'était pas du tout le genre. Voilà, mais il était là, parce que c'est ce qui me plaît aussi dans ce personnage. C'était un personnage qui était libre et indépendant, totalement, et qui menait sa vie comme il l'entendait. Je tiens à préciser que c'était peut-être un homme à femme. Effectivement, il était divorcé, mais il s'occupait lui-même, tout seul, de ses 2 fils. Et apparemment, ce qui en 75 est d'une modernité, un père célibataire avec 2 enfants, 2 adolescents, dont l'un qui lui a causé des problèmes, je crois. Oui, le plus grand. Après, il ne faut pas oublier, il y a quand même des épisodes de sa carrière, alors, sauf si je me trompe, mais le fait qu'il avait une arme et qu'il l'ait utilisée un soir face à un voyou et qu'on lui a retiré son arme, parce que quand même, qu'un juge sorte une arme comme ça dans un bar ou dans la rue pour menacer un voyou, tout voyou soit-il, c'était pas des méthodes quand même très classiques, quoi. Donc voilà, donc ce que je veux dire, cette facette-là du personnage, elle existe. Ça lui enlève rien, ça enlève rien à sa liberté de conscience, à son indépendance. Et j'ai envie de rajouter, parce que moi, je suis pas là pour le défendre ou au contraire l'accabler. Hein. Je ne représente pas la famille ni ses ennemis. Simplement, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ce magistrat qui était atypique, que ses collègues n'aimaient pas bien, ils étaient bien contents de lui confier les dossiers les plus compliqués. Voilà. Et tous les dossiers de grand banditisme, et notamment le dossier du gang des Lyonnais, et notamment l'affaire du CAS de Strasbourg, qui est évoquée dans le film. On ne parle pas du CAS de Strasbourg, mais ça ne se passe pas dans un tunnel, mais à la poste de Strasbourg, qui est un CAS record à l'époque. C'est à lui qu'on va confier ça. Et c'est les dossiers les plus épineux et les plus dangereux. Et donc, la justice, elle est bien contente de le trouver aussi, vous voyez. Et c'est ça qui est injuste aujourd'hui, qu'on ne lui rende pas un hommage officiel, comme vous l'avez dit. Ça, c'est quand même un peu terrible, parce qu'il a quand même rendu service à cette époque-là. En fait, alors, juste pour compléter, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'une des toutes dernières scènes où le procureur, donc Jean Bouise, vient dire aux jeunes collègues du syndicat de la magistrature, vous l'avez poussé en avant et vous êtes responsable de sa mort. Tiens, je vois qu'il y a des connaisseurs dans le public d'ailleurs. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans un tribunal comme Lyon, qui est quand même important, hein, le 2e de France à l'époque, maintenant à peu près équivalent, sur le plan de l'activité pénale, aujourd'hui à Lyon, il y a 18 juges d'instruction. Mais curieusement, il y en a toujours 1 ou 2 ou 3 qui ont le plus grand nombre de dossiers, les plus lourds dossiers et qui vont au casse-pipe. Si ce n'est que derrière, et c'est pour ça que je dis que rien n'a changé, derrière, ils ne sont absolument pas soutenus par les collègues. Et quand je dis absolument pas, c'est en race campagne. Hein. Donc c'est une réalité. Et effectivement, l'un des travaux de la police, après son assassinat, a été de compulser ces dossiers. Et il y en avait 1500. 1500, c'est absolument colossal. Alors, ils n'avaient pas l'épaisseur qu'ont les dossiers maintenant. À l'époque, un dossier, c'était entre mes 2 doigts. Aujourd'hui, ça peut faire 15 volumes et monter jusqu'au plafond. Mais il n'empêche que c'était un volume d'affaires à traiter extrêmement important et ça l'est toujours. Tout ça parce qu'il n'y a pas suffisamment de juges d'instruction. Ça, c'est un fait acquis. Donc, effectivement, il est en avant, il est visible. Et le jour où il est assassiné, eh bien, son dossier ne va pas aller très très vite. En fait, le but de ma question, c'était de savoir si finalement il n'avait pas été posé comme une caricature des faits et usages qu'avaient les autres juges d'instruction ou qui étaient les faits et usages dans le milieu lyonnais de manière générale. Non, d'abord non, parce que la preuve, c'est qu'on en a fait un film, Le Shérif, etc. Il n'y en avait pas tant que ça, des juges d'instruction flamboyants, on va dire. Mais non, je pense, à mon sens, que surtout, comme on n'a jamais rien trouvé sur les raisons de sa mort, on a essayé de dire que c'était un mari jaloux, que c'était un truand qui avait été humilié, etc. Donc pour donner crédit à ces thèses, il fallait un petit peu exagérer.
et dire il y avait tellement de gens qui lui en voulaient qu'il fallait bien que quelqu'un un jour la finisse par l'abattre. Voilà. Et c'est une façon un petit peu de noyer un peu le cœur de l'affaire. Et moi, c'est ce que je raconte dans ma BD. Enfin, le juge Renaud, il enquête sur Strasbourg. Et ça, Strasbourg, personne n'en parle vraiment. Et c'est pourtant Strasbourg, et c'est vrai que c'est ses collègues du syndicat de la magistrature, les fameux juges rouges, qui lui fournissaient, parce que lui, il était un peu loin de ça, qui lui fournissaient les documents financiers, qui ont commencé à faire le lien. Et du coup, il a vu ça. Et là, comme il s'est retrouvé et qu'il avait arrêté, enfin, c'est le commissaire Richard qui avait arrêté les Lyonnais, face aux Lyonnais, il a voulu savoir sur Strasbourg. Et on lui a dit non, vous occupez pas de ça. Mais il a insisté. Et c'est là que, bref. Voilà. Il n'a pas pu aller jusqu'au bout. C'était l'affaire de trop. On peut peut-être rentrer directement dans le vif du sujet, parce qu'en fait, la discussion porte sur ce point-là, et c'est ce qui peut nous opposer ou pas d'ailleurs. Il y a une phrase à un moment qui a été prononcée par le véritable collègue qui s'appelle Claude Colcombet, qui est aujourd'hui décédé, qui fait partie des fondateurs du syndicat de la magistrature, qui a surtout créé à Lyon la section économique et financière du parquet de Lyon, donc ceux qui ont été à l'origine des affaires Noir-Boton, etc. Et donc, il dit à un moment, et dans le film, cette phrase a été ressortie quasiment in extenso, et j'espère que nous ne découvrirons jamais que ce braquage ou ce fait a servi à financer un parti politique. Eh bien, dans la réalité, c'est exactement ce sur quoi on cristallise toutes les oppositions. Et moi, je fais partie de ceux qui le disent parce que, peut-être parce que c'est ma philosophie, je n'en sais rien et je ne sais pas si j'ai raison ou tort. Je dis que le cas de Strasbourg, c'est le début du financement occulte des partis politiques en France. C'était des méthodes, et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus sophistiqué, des méthodes de financement qui étaient, il faut le reconnaître, extrêmement brutales. Faire un braquage avec éventuellement des morts pour financer un parti politique, c'est pas très glamour. Aujourd'hui, on le fait, mais en transportant des valises de billets en Suisse, par exemple, ou plutôt à Singapour, ou je ne sais où, à Dubaï. Mais le cœur du sujet, c'est ça. C'est est-ce que le juge Renaud a été assassiné, non pas parce que ce sont des bandits qui ont essayé de se venger, mais est-ce qu'il n'allait pas découvrir justement ce lien extrêmement néfaste entre le banditisme et les partis politiques. Aymeric Mollin. Oui, pour en revenir au dossier d'instruction du juge Renaud que j'ai consulté, c'est vrai que quand on voit ce dossier, le mot sac apparaît dans ce dossier dans la déposition de la dernière greffière dont a parlé Draghi Charakic tout à l'heure, qui était une jeune greffière, je pense que ça devait être un de ses premiers postes, elle avait 23 ans à l'époque. Pas de chance pour elle, elle tombe chez Renaud, ce qui devait quand même être un choc de génération déjà. Et elle va être entendue très tardivement. C'est aussi une des particularités de ce dossier. C'est-à-dire que l'assassinat a lieu en 1975 et on attend de mémoire 81 ou 82, 6 ou 7 ans après, pour dire 80-82, pour dire, tiens, la greffière, on va peut-être, le juge d'instruction de l'époque la convoque. Alors qu'ils ont convoqué son ancienne greffière qui ne travaillait plus avec lui depuis 9 mois. Bon. Alors, et cette greffière, on veut l'entendre parce que y a un débat qui est porté par le fils cadet, qui a fait beaucoup dans le dossier. Francis Renaud, ça a été un des seuls d'ailleurs, qui a essayé d'alimenter ce dossier et qui dit qu'un ami de son père lui a expliqué qu'au mois de juin 1975, quelques semaines avant l'assassinat du juge Renaud, ils étaient ensemble chez Castel à Paris. Bon, le juge Renaud allait chez Castel, il n'allait pas chez Flunch. Bon. Il va chez Castel à Paris et cet ami, il dépose en disant François m'a dit qu'il était très ennuyé parce qu'il avait mis à la porte de son cabinet 2 avocats barbouzes. Alors ce terme de barbouze, les avocats barbouzes, c'était les avocats du SAC. Et on sait que le SAC est un mouvement, il y a une histoire du SAC qui a été écrite et que j'ai lue. On voit très bien que ce mouvement a pénétré les milieux policiers, judiciaires. Juste quelques mots pour définir l'acronyme, le SAC. Service d'action civique. Alors, à l'origine, c'est un service d'ordre du général de Gaulle
quand il, avant même de revenir au pouvoir, hein, dès le RPF, le Rassemblement du peuple français, 47, il faut des services d'ordre pour ces meetings. Et puis quand il va revenir en 58, il y a, ce mouvement est toujours là, il va s'étoffer avec des anciens qui ont lutté contre l'OAS, qui ont lutté contre le FLN, enfin. Et puis vous avez dans ce mouvement des truands, il va beaucoup aussi s'intéresser, ce mouvement, aux renseignements généraux. Il va beaucoup infiltrer les renseignements généraux. Et dans l'affaire Renault, ce que montre le film, et ça, c'est vrai, me semble-t-il, c'est que dans l'affaire du gang des Lyonnais, on va retrouver des cartes routières avec les barrages de police qui sont notés. Ouais. Et ça c'est exact. Et moi, le commissaire Richard m'a toujours dit être convaincu qu'il y avait une taupe dans les services, mais pas au niveau lyonnais, mais au niveau central, si vous voulez, parisien, qui renseignait, puisque pour avoir les barrages de police, et donc les Lyonnais, c'était très, très facile. Pourquoi ils ne s'étaient jamais pris en flagrant délit? Parce qu'ils savaient où passer. Ils avaient les dispositifs de sécurité avant. Mais ça, ce n'était pas des informations qui transpiraient le soir dans les... Non, j'arrête avec cette histoire-là. Non, ce sont des documents hautement confidentiels, tellement confidentiels que même nous ne les avions pas, qui sont renouvelés très régulièrement, qui sont entre les mains des plus hautes autorités de police et de gendarmerie. Et le fait de posséder, quand on est lambda, c'est-à-dire qu'on n'a aucun rôle dans l'État, c'est évidemment le signe d'une collusion avec des gens qui sont, eux, extrêmement bien informés et qui sont au cœur du pouvoir. Ok. Richard. Oui. En tant que journaliste, j'aimerais tellement écrire la vérité sur la mort du juge Renault, pouvoir l'écrire. Vous voyez, dire oui, il est mort à cause de ça, de telle cause, etc. Mais en fait, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de preuves. En gros, il y a deux thèses. Il y a la thèse de la piste financière. Le juge allait résoudre le cas de Strasbourg, qui est un financement politique. Ça, c'est un fait avéré. C'est sûr. Le cas de Strasbourg a financé des partis politiques via le SAC, même les membres du gang des Lyonnais deuxième période. Pas ceux de la première période, me l'ont raconté ça. D'accord. Donc, dans la première période du gang des Lyonnais, le gang des Lyonnais va faire le cas de Strasbourg. Ils y participent. Et une partie du butin, là on dit un tiers, c'est peut-être ça, part dans le financement politique. Donc ça, c'est un fait acquis. Le fait que le juge Renault enquêtait sur le cas de Strasbourg et voulait explorer cette piste politique, c'est un fait acquis. Voilà. Maintenant, l'équipe de tueurs dont a parlé Aymeric Molin, est-ce qu'elle vient exécuter ce juge gênant pour des motifs politiques, première thèse, ou est-ce, deuxième thèse, est-ce que c'est une équipe de voyous commanditée ou pas par le milieu lyonnais qui veut exécuter un magistrat qui les empêche ou qui va incarcérer leur femme ou parce qu'il a des méthodes qui dépassent les bornes? Voilà, il y a ces deux thèses. Policièrement, les auteurs, policièrement, mais pas judiciairement, vous voyez la différence, les auteurs qui sont dans cette voiture-là sont identifiés. Ils sont identifiés. Oui, et le principal est abattu au lieu d'être arrêté. Et le principal est abattu par la police de façon un peu mesrine. 30 balles. Oui, tout à fait. Tout ça, ce sont des faits. Donc ces deux thèses, est-ce que c'est quelque chose du milieu lyonnais ou est-ce que c'est quelque chose qui vient d'une manière plus profonde de commanditaires haut placés? Ces deux thèses coexistent. Mais moi, en tant que journaliste, aujourd'hui, je ne peux pas avoir de certitude ni dans un sens ni dans l'autre. Je le dis en toute franchise vis-à-vis de mes voisins. Moi, je pense, avec les éléments que j'ai, la thèse de la piste politique, elle ne me convainc pas aujourd'hui. Je n'ai pas d'éléments suffisants. Tout ce que vous dites n'est pas faux, mais je n'ai pas d'éléments qui me disent oui, ce crime a été commandité par telle structure, par tel personnage. Je n'ai pas ça. Oui, parce que moi, ce que j'ai retenu de la lecture du dossier d'instruction de l'assassinat du juge Renault, qui n'est pas un gros dossier, hein, c'est comme le disait Dari Charakik, c'est pas grand-chose. En fait, c'est un dossier dans lequel il y a beaucoup d'indices et il n'y a aucun indice. C'est-à-dire, alors là, il y a beaucoup d'indices. On connaît l'avocat, il a la formule. Non, mais il y a beaucoup d'indices, il n'y a aucun indice. Alors des indices, qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui viennent baver dans les services de police. Ah oui, l'affaire, c'est un tel qui l'a fait, etc. Bon, quand un truand dit informateur de police va s'épancher,
Alors là, si le commissaire Richard m'entendait, il me fusillerait. Mais le commissaire Richard, pour lui, c'était... Ça reste entre nous. Alors il m'avait expliqué la différence entre indicateur, informateur. On a retrouvé ça dans le procès Néret. J'ai jamais bien compris la différence, moi. Dans les deux cas, c'est un type qui va parler, qui va baver. Mais ce que dit un truand, je suis bien payé, pas assez, mais bien placé, pardon. Je suis bien placé pour le savoir. Ce que dit un truand, c'est pas parole d'évangile. Hein, c'est pas parce que bon. Mais dans ce dossier, il y a que ça. Il y a que des truands qui disent ah oui, l'affaire c'est ceci, cela. Bon. Aucun indice. La voiture, elle est retrouvée, aucune empreinte. On retrouve des cartouches dans la rue qui curieusement ont été des cartouches non percutées, c'est-à-dire des munitions, si vous voulez, qui ont été lâchées comme ça, qu'on retrouve dans le quartier de Vèze. Pas d'empreinte. La jeune femme qui accompagnait le magistrat, ils étaient cagoulés, rien. La justice, elle peut travailler avec ce qu'on lui donne. Moi, cette notion de certitude policière, parce que même en lisant le dossier, il y a d'autres indices après qui viennent et qui disent, il y a d'autres personnes, alors on n'y comprend plus rien. En fait, il y a plus de témoignages que d'indices à proprement parler. Il n'y a aucun indice. Alors, je vais répondre de manière extrêmement précise, parce que moi aussi, j'ai eu accès au dossier, bien évidemment. Je m'y suis intéressé, puisque ça fait partie de mon ADN maintenant. 3 juillet 1975, c'est le jour de l'assassinat du juge. Au mois de janvier 1976, le commissaire Richard rédige un rapport de synthèse, c'est-à-dire un résumé de toutes les investigations policières des 6 derniers mois, et nomme précisément les 3 tueurs, c'est-à-dire le tueur principal et les 2 autres qui étaient dans la voiture. Ça, c'est ce qu'on appelle effectivement des convictions policières. À partir de ce moment-là, et ça c'est le juge d'instruction qui parle, on met en place toute une série d'investigations pour vérifier ou non, confirmer et étayer ces accusations. C'est-à-dire pour passer de l'indice policier à des éléments des charges de preuve ou des preuves absolues. Et ce travail-là n'a jamais été fait. C'est-à-dire que, par exemple, aucun des 3 mis en cause, l'un étant abattu par la police 3 mois après à peu près, c'est le tueur principal, hein, comme par hasard. Aucun des 2 autres, ni celui-ci, n'a été jamais placé en garde à vue. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas un moyen d'investigation extrêmement important pour interroger le suspect, pour confronter son emploi du temps, pour savoir avec qui il était, qui il fréquente, quel genre d'armes il peut avoir à sa disposition. Ça n'a jamais été fait. Ce qui est quand même extraordinaire lorsqu'on connaît le monde judiciaire, extraordinaire dans une affaire de ce niveau, parce que c'est l'une des plus importantes affaires de ces 70 dernières années. Dernier point, et je finis avec le gang des Lyonnais. Il se trouve que Edmond Vidal, paix à son âme aujourd'hui, qui est soi-disant le chef, enfin en tout cas l'un des instigateurs du gang des Lyonnais, on pourrait dire que c'est un peu le personnage du capitaine dans le film, avec l'aspect arme en moins, a dit quand même à son procès d'assises que le casse de Strasbourg était fait pour le financement politique. Il l'a dit pendant son procès, on peut dire que c'est de l'enfumage pour détourner le regard et amoindrir sa peine, qui a d'ailleurs été relativement basse, hein, quand on connaît les jugements de cour d'assises, les arrêts de cour d'assises de l'époque. Je peux vous dire que c'était divisé par 2 ou par 3. Mais il l'a redit dans le livre qu'il a écrit, 5 ans avant sa mort. Il a réaffirmé que c'était du financement politique et que ce n'était pas un tiers qui était allé à un parti politique, c'était la moitié du casse de Strasbourg. Okay. Donc voilà l'information. Ça, qu'il le dise à son procès pour essayer de se sauver, c'est une chose. Qu'il l'écrive des années après, alors qu'il est jugé et archi-jugé, ça me paraît quand même particulier. Non, mais juste une petite réflexion. Quand on parle de ces époques, alors là, c'était pas Général de Gaulle, c'était Pompidou. Enfin, on répète à satiété que le général de Gaulle payait ses factures d'électricité à l'Élysée. Aujourd'hui, on nous sert ça. Chaque fois qu'on veut nous parler de probité politique, on nous dit qu'il payait ses factures. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais pendant qu'il payait ses factures, il y avait des truands qui braquaient des banques et l'argent allait dans le caisse du parti quand même. Okay.
Moi, ce que j'aimerais bien, c'est, j'ai encore plein de questions à vous poser. Ce que j'aimerais bien, c'est que s'il y a des questions dans le public, on commence à s'y mettre maintenant, à lancer les premières maintenant, parce qu'il reste un quart d'heure, 20 minutes. Et donc la partie questions, je pense que c'est bien de l'amener maintenant. Est-ce que ça, oui, ça fonctionne. Oui, complètement. Merci pour l'organisation de cette soirée. Merci de votre présence. Il se trouve que j'avais 23 ans en 1975. Et cette histoire m'a marqué. Et tout au long de ma vie, je n'ai pas fait vos recherches, mais j'ai été attentif à des articles qui étaient présentés dans la presse ou ailleurs. Et c'est quelque chose qui m'a, je dirais, bouleversé sur le plan de l'ordre républicain. Vous avez dit, alors je parle avec beaucoup de précaution. Et vous avez dit, il y a à voir avec le monde politique. Alors, le monde politique, il est ce qu'il est, mais heureusement qu'on a une diversité dans le monde politique, sinon l'état de droit serait encore davantage mis en difficulté. Et je pense, même si le pouvoir amène certaines attitudes, certains comportements, heureusement que l'on a certaines femmes et hommes transpartisans qui font la part des choses et qui apportent un soutien à l'état de droit. Et pour moi aujourd'hui, j'ai eu une toute petite expérience locale, politique, mais en tout cas pour moi ce qui est important aujourd'hui, c'est les questions humaines et la question de l'état de droit. Après, je vous entends, il y a plein de choses qui sont dites sur le juge Renaud, mais je pense que c'est quand même beaucoup d'enfumage. Et c'est pour sans doute éviter d'avoir un débat sur le fond et d'amener les bons arguments en débat. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà. Et merci à vous d'être présent et d'avoir accepté cet échange. Je crois qu'Olivier City voulait... oui, je vous remercie, monsieur, pour votre intervention. C'est vrai que le risque, c'est d'extrapoler et quand on dit monde politique, c'est vrai qu'on aurait tendance à généraliser et c'est pas bien. Je partage ce que vous dites. C'est vraiment une époque. Hein, les années 70, c'est une époque, quoi. Oui, mais si on avait mené l'enquête et qu'on avait trouvé les responsables, ce ne serait pas le monde politique, ce serait les trois politiques ou les deux politiques voilà. ou le politique. C'est toute la différence. C'est toute ça la le problème. différence. Alors, je pourrais être beaucoup plus précis. Le fait de ne pas avoir résolu l'affaire, ça jette une espèce de voile sur Je pourrais être beaucoup plus précis, mais je ne le ferai pas dans ce cadre-là. Peut-être que j'écrirai un livre, moi aussi. Et là, je peux vous garantir que je serai extrêmement précis, pour ne pas dire chirurgical. J'ai fait un mix entre les deux auteurs, Olivier Chitli et non pas... je vais y arriver, Richard et non pas Olivier. Pardon pour ça. Est-ce qu'il y a une deuxième question, une autre réflexion Alors une question, parce que c'est des réflexions, c'est bien. Allez, juste avec le micro. Si, j'aimerais bien, parce que comme ça va être diffusé après, ça va être monté sous forme d'émission, qu'on ait les paroles de tout le monde. Merci, bonsoir et puis merci. Je ne suis pas du tout d'accord avec le monsieur. J'ai l'impression, quand on voit ce film, rien n'a changé, c'est toujours aussi opaque, la politique, le machin. Mais ce qui me scandalise, c'est que Marine Le Pen a été soi-disant condamnée et elle a attaqué les juges d'instruction. Et le monde politique s'est tout de suite acharné à la défendre en disant qu'ils allaient trop loin. Donc je trouve que plus ça va... D'abord, on a beaucoup de sites d'information, c'est pas toujours évident, mais je pense que le juge d'instruction est de plus en plus en péril. Enfin, quand vous voyez ce qui se passe avec Trump aux États-Unis, je trouve que de vous avoir là avec vos questionnements, ça fait peur quand même. Parce qu'on se dit, vous êtes toujours en péril, quoi. La justice est toujours dans une situation difficile, quoi. Et là, le monsieur dit qu'il y a différents partis maintenant. Mais quand vous voyez que pour Marine Le Pen, tous les partis se sont coalisés pour la défendre, entre autres le Premier ministre Bayrou, qui a dit que ça allait un peu loin. Donc on se dit quand même, mais qui est propre? Qui est propre? Il y a encore que les juges d'instruction qui résistent, mais à quel prix, quoi? Donc je veux dire, c'est scandaleux. Voilà. Alors il y en a un ici sur le plateau. C'est le procureur qui dit très clairement en entretien à Patrick Dewaere,
il lui dit « Monsieur, vous êtes emporté ». Ce terme-là, il est toujours utilisé aujourd'hui pour caractériser un juge qui ne veut pas faire ce qu'on lui demande de faire. Je voudrais juste faire une petite parenthèse pour rappeler que dans cette affaire, il n'y a pas un seul personnage, le juge, mais ils sont deux en réalité. Je parle à quelqu'un qui sait de quoi je parle. En particulier, c'est le couple juge-greffier. Le couple juge-greffier, c'est un couple extrêmement important parce que c'est eux qui prennent toutes les bourrasques. Ils peuvent avoir des conjoints, chacun de leur côté, mais ça se passe en dehors. Par contre, dans le cabinet, donc le lieu où ils travaillent au quotidien, ils sont rarement en balade, hein, je peux vous le dire. Ils sont dans un échange permanent et l'un n'existe pas sans l'autre. Donc quand elle trébuche au début du film et qu'il lui dit dépêchez-vous, on a autre chose à faire, non, ça ne se passe pas comme ça dans la réalité. Il y a une vraie osmose entre les deux, sinon ça ne fonctionne pas. On ne peut pas tenir 100 ou 150 dossiers criminels tout seul, hein, c'est impossible, il faut être deux. Et donc il y a ce binôme. Et ce qui est effectivement extrêmement intéressant, c'est que la greffière du juge Renaud, prénommée Nicole, dans la réalité, n'a jamais été interrogée. Et pourtant, je peux vous dire que c'est une gardienne de sa mémoire, puisqu'elle a surveillé notamment l'existence des scellés qui ont été constitués dans le cadre de l'assassinat. Les balles, les prélèvements d'autopsie, les différentes preuves. C'est elle qui faisait la revue de presse autour de l'assassinat, etc., etc. Et elle nous a révélé il n'y a pas si longtemps, c'était d'ailleurs, on était trois d'entre nous étant présents, d'ailleurs Émeric était peut-être dans la salle aussi, que ces scellés avaient disparu, curieusement. Okay. Donc voilà, il y a ces deux personnages, et effectivement, le fait que personne n'ait songé à entendre la confidente quotidienne du juge pour résoudre l'enquête de son assassinat est quelque chose d'extrêmement significatif. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques, d'autres réflexions dans la salle? Là-bas, je crois. Par là-bas, le temps. Alors, il y a eu entre 1975 et 1992 6 juges d'instruction qui se sont succédés. Alors, en regardant le dossier, ce n'est pas leur faire offense que de dire que certains ont traversé cette procédure. Bon, ils n'ont pas fait grand-chose. Il y en a qui se sont attachés à faire progresser ce dossier. Moi, j'ai noté 2 juges d'instruction principaux qui ont essayé de relancer l'affaire. Il y en a un dans les années 80, et puis il y a le dernier juge d'instruction. Mais ce qui est tout à fait effarant dans cette procédure, c'est que lorsque le dossier se termine, la procédure veut que le juge d'instruction transmette le dossier au parquet pour ses réquisitions. C'est la procédure. Bon. Georges Fenech, qui est le dernier juge d'instruction, fait ça en 1989. En 1989, il dit au procureur, écoutez, moi, ce dossier, j'ai fait tout... Et c'est vrai qu'il a fait des choses, j'ai fait tout ce que je pensais devoir faire, j'ai plus rien à faire. Il a fallu attendre 3 ans. 3 ans pour que le procureur rende un réquisitoire de 5 pages. De 3 pages même, oui, 3 pages recto verso, parfaitement famélique. Et Georges Fenech n'a pas rendu une ordonnance de non-lieu, il a juste annexé le réquisitoire, comme ça se faisait à l'époque, ça se fait plus maintenant, mais ça se faisait à l'époque, il a adopté les motifs du parquet et non-lieu. Voilà. Donc c'est vraiment, si vous voulez, techniquement, cette procédure est un fiasco, mais total, du début jusqu'à la fin. C'est vraiment honteux. Voilà. Alors, et le fait que la victime soit un magistrat me paraît rajouter à la gravité, parce qu'on pourrait s'attendre à ce que des magistrats face à un collègue travaillent, etc. Bah là, non, c'était pas... J'allais dire, c'est surtout un fiasco au début. Dans les affaires criminelles, c'est le début qui est très important. Les premières semaines, les premiers mois, et là, il ne se passe rien. Et après, voilà, là, j'ai l'impression qu'effectivement, ça a laissé traîner. Il y avait encore une question. Bonjour, c'est plus des remarques que des questions. Donc, merci d'avoir précisé que le juge qui a rendu l'ordonnance de non-lieu, c'est bien Georges Fenech qui, à part ça, se plaint du laxisme des uns et des autres. Quelque chose d'intéressant à signaler, c'est que donc dans ce monde-là, justement, beaucoup d'anciens résistants
Et une des caractéristiques des résistants, c'était d'être fâchés avec les juges, parce que pour eux, les juges, c'était des gens qui les poursuivaient quand ils étaient dans la clandestinité. Et certains anciens résistants, et même ensuite au RPR, et ensuite les partis successeurs, avaient une rhétorique anti-juge assez développée. Et une dernière petite chose, pour ce qui concerne le fait qu'il y avait le soir une paix des braves dans certains lieux, qui avait une plus grande mixité qu'avant, ce qui est intéressant, c'est que là, en gros, la mixité... on parle toujours de mixité sociale en disant que c'est bien, et là, cette mixité qui a disparu, est-elle vraiment regrettable ? C'est une question ? Ça peut être enrichi. Juste, je précise qu'il nous reste 3 minutes. Moi, j'ai une question. J'ai une question. Oui, pardon, j'ai envie de répondre. Moi, je dis que c'est regrettable, ouais. Que tout est cloisonné aujourd'hui, que les journalistes n'aient plus accès aux magistrats comme ils avaient accès il y a 15 ans, 20 ans. Moi, personnellement, j'ai vu évoluer ça dans le mauvais sens. Ok. Ouais. Il suffit de mettre un garde-fou extrêmement simple. Lorsqu'on a quelqu'un qu'on connaît dans un monde festif, il ne peut jamais apparaître dans un de nos dossiers. On se défausse. C'est-à-dire qu'on ne prend pas le dossier, on demande à être dessaisi du dossier soi-même. En revanche, il peut se trouver qu'après avoir instruit un dossier, on fasse connaissance avec l'une des victimes, l'un des auteurs, peu importe. Mais il doit y avoir une membrane totalement hermétique entre la vie privée et la vie professionnelle. Ok. Moi, j'ai une question qui est plutôt d'ordre juridique, donc peut-être pour M. Rakik et Molin. Quel est l'intérêt de prononcer un non-lieu, si c'est comme ça qu'on dit, avant la prescription ? Est-ce que c'est une faute ? Est-ce que c'est habituel ? Pourquoi faire ça, en fait ? Oui, c'est pas possible de faire autrement, parce que si un dossier d'instruction, il a vécu pendant 17 ans, il y a des actes, la prescription n'a jamais été acquise, mais il y a un moment... Alors, cela dit, quand on voit, par exemple, que dans l'affaire Grégory, le dossier d'instruction est toujours vivant 40 ans après, c'est vrai que pour le juge Renaud, on se serait dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas attendre un peu plus ? Mais si vous voulez, il y avait tellement peu d'indices, il y avait tellement rien dans ce dossier. C'est ça, il n'y a rien d'exploitable, mais rien du tout. On sait juste qu'il y a 2 armes qu'on tirait, voilà, les mêmes armes, revolver Smith et Wesson, calibre 38 spécial, 2 armes différentes. On sait qu'il y a 8 coups de feu qui ont été tirés ce soir-là, et puis c'est tout. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Qu'est-ce qu'un juge peut faire avec ça ? Alors, il sait peut-être que M. Schneebele a pris l'avion le 30 juin 1971 à Strasbourg, mais enfin, on aurait pu le vérifier. Il y a quand même des carnets de vol, il y a quand même, dans des aérodromes, on peut savoir si M. Schneebele, il a transporté le hold-up de Strasbourg. Moyennant quoi, dans le dossier, on a des articles de l'Express. Alors, M. Rakik sait bien que c'est un peu plus compliqué que ça. On n'inculpe pas des gens avec des articles de l'Express. Et alors, moi, je vais donner la réponse exactement inverse. Je dis que pour l'assassinat d'un juge, il est absolument hors de question de rendre un non-lieu. Hors de question. Quelles que soient les chances, même extrêmement ténues, et on ne sait jamais ce qui peut arriver, même 10, 20 ou 30 ans après, on ne clôture pas un tel dossier. C'est quelque chose d'inimaginable. Et je pense que c'est là l'intervention. Alors peut-être de 2 collègues, un parquetier, un procureur et un juge à titre personnel, mais je n'y crois pas une seule seconde, surtout quand on connaît les 2 personnes en question. Et moi, je pense que c'est... totalement politique, et encore une fois, je laisse le terme dans le vague exprès, mais ça ne se fait pas. Je ne connais pas d'affaire de ce niveau-là qui ait fait l'objet d'un non-lieu, à part celle-ci. Alors, on pourrait conclure là-dessus, ça serait une belle conclusion. Il y avait juste une question là-bas. J'ai envie quand même de lui donner la parole, sachant qu'il reste 1 minute. Okay. Donc, j'aimerais bien que la réflexion ou la question soit brève et que vos réponses soient brèves si c'est possible. Merci. Alors moi, j'ai eu à étudier l'affaire dans le cadre de mes études et du coup, j'ai vu que l'ordonnance de non-lieu, l'appel de l'ordonnance de non-lieu a été rendu trop tard par les parties civiles. Donc j'aimerais juste avoir votre avis dessus. Ça, c'est un autre problème. C'est effectivement, là aussi, dans un dossier comme ça, c'est absolument incroyable. Alors que c'était les plus grands avocats pénalistes de France, hein, parce que
C'était Vergès qui a repris le dossier à Paris. À Lyon, je ne dirais pas par charité. Mais effectivement, on fait appel le 11e jour, alors qu'il y a 10 jours pour faire appel. Et voilà comment ce dossier n'a pas été réexaminé par la chambre d'accusation. Okay. Ça aussi, c'est très triste. Hein. Okay. Oui, mais là, je pense que c'est un problème soit d'organisation, soit d'incompétence. D'incompétence, je n'y crois pas, parce que Jacques Vergès, je le connais bien, et je peux vous dire qu'il savait faire quand il voulait. Par contre, d'organisation dans son cabinet, ça a peut-être cafouillé, c'est possible. Ok. J'ai envie qu'on conclue là-dessus, si vous voulez bien. Mathilde Debaune voulait me dire peut-être quelques mots de conclusion. Oui, tout à fait. Est-ce que je peux me permettre juste de rappeler avant les dates, les temps forts? D'abord rappeler qu'il y a l'exposition ici à la médiathèque au premier étage des planches de la BD, c'est ça. Et puis il y aura, vous deux, les deux auteurs, des dédicaces du roman L'histoire vraie du gang des Lyonnais, ça c'est au Bonheur des Ogres. Et puis Olivier Berlion sera à la 9e bulle. Tout ça, c'est Grande Rue de Vèze. Ça sera samedi. Il y a des horaires particuliers où vous y êtes toute la journée, vous y campez? Dans la matinée, tout le matin. Oui, tout le matin. Tout le matin, ok, d'accord, très bien. 9h. Et puis, le dévoilement et l'inauguration de la place commémorative au 89 montée de l'Observance, ça sera le 2 juillet à 18h30. Et enfin, le 3 juillet, sauf erreur de ma part, Francis Renaud, fils du juge Renaud, organise une commémoration. Et là, on n'a pas plus de détails, je crois, là-dessus. J'ai envie de conclure là-dessus. Ils viennent de mettre des flyers à l'entrée. Ok. Si je peux peut-être compléter. Oui, donc merci Monsieur Chitli, Rakik, Molin, merci Monsieur Berlion, merci beaucoup Arnaud pour cette soirée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment hyper passionnante, intéressante. On n'est pas allé jusqu'au bout de l'énigme, mais bon, voilà, on a avancé un petit peu quand même. Et donc voilà, effectivement, pour rappeler, dédicace samedi matin. Donc par Monsieur Chitli et Monsieur Berlion, chacun dans une des librairies de la Grande Rue de Vèze. On a souhaité, nous, dévoiler la plaque commémorative du juge au 89 montée de l'Observance, qui est le dernier lieu d'habitation du juge. Et donc il habitait au 89 montée de l'Observance, il est décédé devant le 77 de la montée de l'Observance. Et comme ça, à la date anniversaire du 3, puisqu'il est décédé le 3 vers 2h30 du matin, la plaque y sera. Et on ne voulait absolument pas concurrencer, évidemment, l'événement du fils cadet du juge Renaud, Francis Renaud, qui vraiment va faire une commémoration le jour même pour son père, donc Fourvière Hôtel. La plaque, le 2, c'est le 18h30 et le 3, c'est de 18h à 21h30. Inscrivez-vous parce que pour le 3, les places sont réduites. Donc effectivement, toutes les informations sont dans l'exposition à l'étage. Donc, je ne pense pas que vous aurez le droit d'y aller aujourd'hui, mais c'est une bonne occasion de revenir visiter l'exposition parce que les planches d'Olivier Berlion, elles sont vraiment magnifiques à regarder pour rendre hommage au juge. Donc voilà, moi je représente la commission patrimoine du conseiller de quartier Vèze Industrie Roche-Cardon. Merci à tous. Ça fait depuis janvier qu'on travaille sur cet événement, sur cette série d'événements. Et merci beaucoup encore une fois d'être venus.